Bonjour à toutes et à tous, je suis Romain Mess, je suis un des chefs de clinique de pneumologie et je vais vous présenter l'alpha-antitrypsine et son déficit. Rentrons dans le vif du sujet. L'alpha-antitrypsine, qu'est-ce que c'est ? C'est une protéine de la famille des serpines et c'est une protéine donc, qui est ubiquitaire et qui a un rôle dans le maintien de l'homéostasie de la phase aiguë de l'inflammation. Elle va inhiber des protéases et ce qui nous intéresse au niveau du poumon, ça va principalement être l'élastase neutrophilique puisque c'est la protéase qui est responsable de la destruction parenchymateuse. L'alpha-antitrypsine est codée par le gène SERPINA1 sur le chromosome 14. L'expression se fait via des allèles sur un mode qui est codominant. La synthèse est principalement hépatocytaire et la demi-vie est de 3 à 5 jours. Le fonctionnement, on voit qu'il y a des feuillets alpha et bêta qui vont, via une boucle dite suicide, capturer la protéase et l'inhiber, comme on peut le voir sur le schéma à droite. Quand on parle d'alpha-antitrypsine, la nomenclature est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est une protéine qui est polymorphe. On a environ 120 variants génétiques codants et il faut bien comprendre de quoi on parle. La dénomination qui se fait avec un PI plus une lettre, le PI correspond au protéase inhibitor et le M correspond à la mobilité de la protéine lors d'une électrophorèse. M veut dire médium, mais on peut également avoir des déficits qui peuvent être intermédiaires et ou sévères, et avec des isomères qui sont déficients, et dans ce cas-là, la protéine va soit avoir une migration plus rapide ou plus lente, avec un phénotype qui sera PIS pour slower et Z pour faster. On peut également avoir des codons stop, et dans ce cas-là, on aura l'absence complète d'alpha-antitrypsine. On sait également que 99% des variants de l'alpha-antitrypsine, ça correspond au PIM, PIS et PIZ. Un point sur l'épidémiologie, pour bien comprendre l'intérêt de l'alpha-antitrypsine et de son déficit, j'ai mis le nombre d'individus estimés porteurs du phénotype PIZZ en Suisse et puis en France, puisque c'est un des pays en Europe qui a le plus de cas. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, on a quand même environ 1000 sujets en Suisse qui seraient porteurs du PIZZ et donc qui seraient à risque de développer une atteinte pulmonaire sévère. Mais on voit également que le phénotype PIMZ, donc un allèle Z pathologique, est chez 160 000 sujets en Suisse, qui peut représenter quand même un individu sur 44 porteurs de l'allèle Z. On sait également qu'on a un gros problème de sous-diagnostic. Seulement 5 à 10% des patients présentant un phénotype ZZ sont diagnostiqués, que ce soit en Suisse, en Europe ou dans le monde. Ceci entraîne principalement un retard au diagnostic, comme on le voit, de 6 à 8 ans, et un âge au diagnostic pour l'atteinte respiratoire qui est de 44 ans. Un petit point historique, d'où vient cet allèle Z ? Eh bien, il est apparu il y a environ 2000 ans en Scandinavie avec les Vikings, et puis on voit qu'il y a eu une distribution au gré des invasions dans toute l'Europe, puis dans le monde, ce qui explique le gradient que l'on peut retrouver avec une prévalence qui est nettement augmentée au Danemark et diminuée dans d'autres pays plus éloignés tels que les États-Unis. Comme toute mutation, il y a probablement eu un avantage phylogénétique à un moment ou un autre. C'est possiblement la fertilité ou un effet protecteur anti-infectieux avant l'ère des antibiotiques qui serait devenu finalement délétère avec l'espérance de vie qui s'est prolongée. Quand on parle du déficit en alpha-antitrypsine, finalement, il n'y a pas une seule maladie, mais c'est un facteur de prédisposition à de multiples maladies, comme on peut le voir sur ce diagramme de veine, avec la bronchite chronique, les bronchectasies, l'emphysème, et puis la BPC aussi, un trou ventilatoire obstructif fixé apparaît. Mais je rajouterai aussi l'asthme, qui est important, notamment chez les patients avec un asthme à début tardif, à l'âge adulte, avec une composante de remodelage en lien avec les polynucléaires neutrophiles, et puis aussi l'emphysème. On parle souvent de l'emphysème panlobaire, des lobes inférieurs, mais il faut savoir que dans 33% des cas, dans les études de cohorte, on a seulement un emphysème qui sera centrolobulaire et des lobes supérieurs.
Les autres complications du déficit, c'est notamment hépatique. Nos collègues hépatologues les connaissent bien, avec surtout le phénotype ZZ qui va entraîner une polymérisation de l'alpha-antitrypsine, un stress au niveau du réticulum sarcoplasmique et donc une destruction qui va aboutir à des hépatites, des cirrhoses. Mais on peut aussi avoir une atteinte cutanée et puis dans les vascularites, notamment la GPA. Physiopathologiquement, comment est-ce qu'on aboutit d'un déficit en alpha-antitrypsine avec un phénotype ZZ à la destruction parenchymateuse? Eh bien, on a ce déséquilibre protéase-antiprotéase. On a vu, c'est le mécanisme même d'action de l'alpha-antitrypsine. Mais il y a différentes voies. On a tout d'abord un déficit qui va être quantitatif. Mais on l'a vu, c'était environ 20% d'alpha-antitrypsine qui reste dans le sérum. Donc ce n'est pas la seule voie physiopathologique pour expliquer la destruction parenchymateuse. On a également l'oxydation avec le stress oxydatif au niveau des leucocytes. Ceci va entraîner une inactivation de notre alpha-antitrypsine, donc ça va être un déficit qui sera acquis. On a aussi une polymérisation parce que si elle a principalement lieu dans le foie, elle a aussi lieu au niveau du parenchyme pulmonaire avec un effet pro-inflammatoire qui entraîne l'appel de molécules chimiotactiques qui vont entraîner elles-mêmes une dégradation du parenchyme. Et enfin, dans le phénotype ZZ, on a un déficit fonctionnel qui est intrinsèque avec une capacité d'inhibition qui est 5 fois inférieure à d'autres phénotypes, et notamment le MM. Avec tout ça, il ne faut pas oublier les facteurs autres, à savoir le tabac et l'environnement qui vont avoir notamment un rôle sur l'épigénétique. Passons au diagnostic. Le diagnostic de l'alpha-antitrypsine, on a plusieurs moyens qui nous sont offerts. La quantification, le phénotypage, génotypage et le séquençage. On va les voir succinctement par la suite. Pour ce qui est de la quantification, c'est un peu le premier examen lorsqu'on parle de déficit en alpha-antitrypsine. On a différentes techniques qui sont utilisées, ce qui explique pourquoi finalement on n'a pas de valeur seuil, et ça va dépendre un petit peu de chaque laboratoire et de la technique utilisée. Néanmoins, on peut retenir le seuil de protection qui est de 0,57 g par litre ou 11 micromoles par litre, et puis les valeurs normales qui se situent entre 1 g par litre et 2,54 g par litre. Avec ces données, dans la littérature, on peut trouver différentes validités intrinsèques et validités prédictives de ces différents seuils. Et celui qui est le plus retenu, c'est un taux supérieur à 1,1 g par litre qui permet d'avoir une sensibilité et une spécificité que l'on pourrait qualifier de correcte pour le phénotype PIMM, et donc la normalité. Néanmoins, il existe de nombreux facteurs confondants. On a des faux négatifs avec l'inflammation, on va y revenir, c'est un point important, mais aussi la grossesse et la contraception orale qui vont stimuler la production hépatocytaire de l'alpha-antitrypsine. Et puis on a des faux positifs, là c'est toutes les pathologies qui vont entraîner une fuite des protéines, donc les maladies type entéropathie ou une diminution de la synthèse hépatocellulaire. Et comme on peut le voir sur ce tableau, finalement, le dosage quantitatif ne nous permet pas de savoir quels sont les allèles qui sont mutés, puisqu'on a un certain recouvrement entre les dosages pour les différents génotypes disponibles. La CRP, on en discutait, ça c'est une étude récente qui montre l'importance de doser la CRP lorsque l'on fait une quantification de l'alpha-antitrypsine. Pour quelle raison? Eh bien, l'inflammation va entraîner une augmentation, même dans les phénotypes ZZ, de la synthèse d'alpha-antitrypsine. Et donc le cut-off que l'on avait juste avant de 1,1 g par litre pour dire il y a probablement un phénotype pathologique de l'alpha-antitrypsine, et bien là il peut augmenter sur ces courbes à 1,5, ce qui est quand même notable. Et donc c'est vraiment un point qui est essentiel à garder en tête. On ne dose l'alpha-antitrypsine qu'avec un dosage de la CRP concomitant. Ensuite, il vient le phénotypage. De quoi on parle avec le phénotypage? Eh bien, c'est en gros la quantité d'alpha-antitrypsine dans le sérum. Ça reflète l'activité de transcription
de l'alpha-antitrypsine que l'on va doser, encore une fois, au niveau du sérum avec des méthodes d'électrophorèse. Ensuite, on fait une immunofixation et on va voir ces bandes qui vont s'afficher. Et en les comparant à des contrôles, on peut définir quel phénotype est le plus probable chez tel ou tel patient. Les avantages, c'est qu'on peut screener différents patients, mais les inconvénients, c'est qu'elle a des limites et elle ne nous apporte rien finalement sur le génotype. Le génotype, on y arrive, eh bien, ça a un intérêt pour cibler les allèles sur le gène SERPINA1. Néanmoins, il faut que la mutation, bien évidemment, soit connue et qu'il y ait des primeurs qui soient spécifiques et connus, parce que si dans le cas contraire, on ne peut pas savoir et on ne peut pas mettre en évidence la mutation. Un point intéressant, c'est que finalement, ça ne nous dit rien sur l'isomère circulant, parce qu'on peut avoir des problèmes, notamment lorsqu'il y a des transplantations hépatiques, où on va avoir un phénotype qui sera normal, c'est-à-dire un taux d'alpha-antitrypsine qui sera normal, parce que la synthèse se fera via le greffon du donneur qui est normal, alors que le génotype sera, lui, pathologique. C'est des détails, mais qui sont bons à connaître. Et enfin, la dernière technique, c'est le séquençage du gène SERPINA1, qui va être finalement du ressort de l'expertise médicale, puisque en fonction de la mutation qui sera mise en évidence, il faut savoir quelles seront les conséquences sur le repliement, donc la structure tertiaire et indirectement sur la fonction au final. Donc ça reste du domaine extrêmement spécialisé. Voici l'algorithme qui est proposé par la Société européenne de pneumologie, qui reste finalement relativement vague, avec peu de cut-off qui sont donnés, mais juste des différentes étapes qui peuvent être faites sans dire exactement dans quel ordre on les fait et à quel moment on s'arrête. S'il fallait rajouter un point, j'ajouterais que le cut-off pour avancer dans les investigations, c'est un dosage de l'alpha-antitrypsine inférieur à 1,1 g par litre. Maintenant, quelle est la population cible pour cet algorithme diagnostique et qui est-ce qu'on doit dépister ? J'ai mis plusieurs recommandations de sociétés savantes qui s'étendent de 2003 à 2017 et on voit qu'avec les années, les indications ont été finalement diminuées pour vraiment se focaliser sur les patients avec une BPCO. Tout patient avec BPCO devrait bénéficier d'un dosage de l'alpha-antitrypsine et puis l'asthme à début tardif. Ceci est également mis en évidence dans les recommandations GOLD de 21, en insistant bien que tout patient, encore une fois avec une BPCO, devrait bénéficier d'un dosage de l'alpha-antitrypsine. Mais alors, on a vu qu'il y a un sous-diagnostic. Est-ce qu'un dépistage généralisé aurait un intérêt ? Eh bien, les sociétés savantes, les mêmes sociétés savantes, ne recommandent pas ou ne se prononcent pas en faveur d'un dépistage généralisé. Ça a été fait dans les populations suédoises avec des avantages et des inconvénients. J'apporte juste un point à ce débat avec cette étude qui montre que même chez les patients qui ont un phénotype autre que ZZ, donc les patients qui ont un phénotype MZ, on a un risque accru de BPCO qui est avec un odds ratio à 10, ce qui est non négligeable. Et donc, il y aurait quand même un intérêt à faire des interventions et à suivre ces patients de façon rapprochée. Justement, pour le suivi, qu'est-ce que l'on peut faire ? Eh bien, il y a tout d'abord, si on se base sur les recommandations GOLD pour la BPCO, il faut utiliser le VEMS. Malheureusement, dans le déficit en alpha-antitrypsine, on voit que l'évolution annuelle du VEMS est inférieure au delta qui est considéré comme une variation finalement intertest physiologique que l'on ne peut pas utiliser en clinique. Et donc le VEMS est un mauvais marqueur dans le déficit en alpha-antitrypsine pour cette raison. La DLCO, quant à elle, aurait une meilleure sensibilité, bien qu'elle n'ait pas été évaluée spécifiquement. L'intérêt pour le déficit en alpha-antitrypsine viendrait du scanner thoracique. En effet, si avec des logiciels on regarde l'histogramme, la répartition des densités en unités Hounsfield, eh bien, on peut voir qu'en fonction du PD15, donc c'est la valeur seuil en dessous duquel 15% des densités les plus faibles se trouvent, eh bien, on a une corrélation entre ce PD15 et l'emphysème.
Et de plus, les voxel index, donc les données densitométriques, auraient également une bonne corrélation avec d'autres biomarqueurs, qu'ils soient fonctionnels ou même des critères de qualité de vie. Ça a été étudié dans différentes études. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de recommandation ni de standardisation concernant l'utilisation du scanner. Passons au traitement spécifique. Je ne parle pas du traitement qui est non spécifique de tout patient avec BPCO, à savoir la prise en charge pharmacologique avec les bronchodilatateurs, les corticostéroïdes, et non pharmacologique avec la réadaptation, la nutrition, mais également tout ce qui est vaccination. On va vraiment se focaliser sur le traitement spécifique qui est la supplémentation en alpha-antitrypsine. On voit dans ces différentes études qui remontent déjà dans les années 2000, on utilise globalement de l'alpha-antitrypsine, un produit dérivé du sang, avec des posologies qui seront souvent identiques à 60 mg kg tous les 7 jours, avec une perfusion qui est hospitalière. Et si on voit que dans les principales études observationnelles, on voyait un effet de la supplémentation concernant le VEMS ou la réduction de mortalité, ceci n'est pas forcément retrouvé dans les premiers RCT des années 2000 et 2010. Ceci a conduit les différentes sociétés savantes à proposer des critères d'indication à la supplémentation en alpha-antitrypsine, avec pour les plus anciennes un cutoff un VEMS entre 35 et 65%, et puis progressivement avec le temps, on voit que cette borne tend à disparaître. Ce qui est aussi intéressant à voir et à noter, c'est que les recommandations les plus récentes européennes ne proposent pas la supplémentation pour les phénotypes SZ ou chez les patients, bien évidemment, qui sont fumeurs. Des points importants pour la suite. On l'a dit, il y a ces zones grises en dessous de 35 ou au-dessus de 65%. On ne sait pas très bien ce qu'il faut faire et c'est un peu laissé à l'appréciation du clinicien et des centres experts. Et par contre, ces recommandations ne proposent pas le dosage de l'alpha-antitrypsine chez les patients qui sont supplémentés et ne proposent pas non plus de doubler les doses. C'est-à-dire qu'on donne à chaque individu le 60 mg par kilo toutes les semaines et on fait un simple suivi clinique, mais aucun dosage de l'alpha-antitrypsine. Les changements arrivent avec cette étude. C'est une étude en 2 étapes, la partie initiale de ce RCT, puis une phase d'extension. On prend des patients qui ont un déficit en alpha-antitrypsine avec des VEMS entre 35 et 70, avec différents phénotypes. Et le critère de jugement, là, c'est ce que l'on a vu juste avant, ça va être le scanner thoracique. Et ce qui est intéressant, et ce qui a un peu changé la donne dans le déficit en alpha-antitrypsine, c'est que l'on voit qu'en regard du déclin de la densité du poumon, c'est un algorithme, on ne rentre pas dans les détails, mais tiré du voxel index, eh bien on voit que ce déclin est diminué de 34% grâce à la supplémentation, et ce à 24 mois. Et cet effet, lors de la phase d'extension où les patients qui étaient en placebo peuvent bénéficier également de la supplémentation, eh bien on voit qu'il y a également un gain chez ces individus. Et donc, cette étude montre qu'il y aurait un intérêt précoce puisqu'on peut faire une modification de l'évolution de la maladie. Et ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été démontré. L'autre point, malheureusement, c'est sur une analyse post-hoc, c'est qu'on a un intérêt sur la survie avec une supplémentation qui pourrait améliorer la survie jusqu'à 5 ans chez ces individus. En Suisse, maintenant, on a deux molécules principales que l'on peut utiliser, c'est le prolastin et le Rispreza. Les données de l'OSFSP, quand on les regarde, ça va être pour les phénotypes ZZ, Z0, 00, donc là c'est vraiment aucune synthèse de alpha-antitrypsine, et les phénotypes PISZ. Il faut un emphysème. Il parle des valeurs qui doivent être comprises entre 30 et 70% quand on regarde les données. Il faut bien évidemment que le patient soit non-fumeur et puis qu'il y ait une détérioration du VEMS, mais on l'a vu, ce VEMS finalement 50 ml par an, c'est dans les valeurs de la variabilité intertest. Il faut également que le patient soit inscrit sur le registre suisse de déficit en alpha-antitrypsine et puis il faut un accord préalable du médecin conseil.
Le futur de la supplémentation, c'est quoi? Eh bien, on a dit tout à l'heure, il ne fallait pas faire de dosage et il ne fallait pas doubler les doses. Eh bien, cette étude préliminaire sur 8 patients a essayé d'évaluer l'intérêt de faire à la fois le dosage et de doubler les doses. On prend des individus qui ont un phénotype ZZ, qui sont sous supplémentation, et puis pendant 4 semaines, on va doubler la dose de supplémentation en faisant différents prélèvements tant sérologiques que endoscopiques pour voir les marqueurs de l'inflammation. C'est basé sur une idée et sur une preuve simple, c'est que la supplémentation à 60 mg kilo par semaine permet d'augmenter le taux d'alpha-antitrypsine, mais ne le normalise pas. Puisque, je le rappelle, un taux normal, c'est supérieur à 20 micromoles sur ce graphique. Eh bien, quand on va doubler les doses, à ce niveau-là, eh bien, on va normaliser le taux sérique d'alpha-antitrypsine, et les conséquences, c'est une diminution de l'inflammation, tant au niveau sérique qu'au niveau du poumon, mis en évidence par la bronchoscopie, sur différents marqueurs qui sont signalés sur les graphiques de droite. Et ceci amène à un gros RCT multicentrique qui veut inclure jusqu'à 340 participants, ce qui serait une des plus grosses cohortes finalement pour un RCT en alpha-antitrypsine, avec une estimation de fin de recrutement en 2025. Et puis le critère de jugement pour cette étude, ce sera de nouveau le scanner thoracique, et on voit bien qu'on tend avec les années à se diriger vers le CT thoracique comme marqueur de suivi de la maladie. Un mot sur les autres traitements, je ne rentrerai pas dans les traitements des thérapies géniques parce que c'est des phases 1 ou des phases 2. Je parlerai juste des autres traitements qui sont disponibles aussi pour les patients qui ont une BPCO, à savoir la réduction de volume pulmonaire, qu'elle soit chirurgicale ou endoscopique. On a une efficacité qui serait inférieure chez les patients avec déficit en alpha-antitrypsine par rapport aux patients avec BPCO sans déficit en alpha-antitrypsine. On aurait plus de complications précoces, possiblement avec l'inflammation engendrée par l'intervention. Et puis les bénéfices ne sont prouvés finalement qu'à court terme, 12 à 24 mois. Et puis on a une place centrale pour discuter de ces patients au colloque de réduction de volume qui ont lieu à Genève les mardis. L'autre possibilité, c'est la transplantation. L'indication de transplantation pour le déficit en alpha-antitrypsine, ça représente 5% environ des patients transplantés. On aurait plus de complications précoces, notamment au niveau des anastomoses. Et puis, on n'a pas de différence de la survie, que le patient ait un phénotype alpha-antitrypsine déficitaire ou non. En conclusion, l'alpha-antitrypsine, c'est un rôle qui est majeur dans l'homéostasie de la phase aiguë de l'inflammation. Il n'y a pas un, mais des déficits en alpha-antitrypsine. Et puis l'alpha-antitrypsine n'est pas une maladie en elle-même, mais bien une prédisposition à de nombreuses maladies respiratoires, au premier rang desquelles la BPCO. On l'a vu, c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée. 90% des individus PIZZ ne sont pas connus. Lorsque l'on doit faire un dépistage, il faut le faire chez tous les patients qui ont une BPCO en n'omettant pas le dosage de la CRP lors du dosage de l'alpha-antitrypsine. On l'a vu, le VEMS est un très mauvais marqueur pour l'évolution de la maladie, en tout cas dans la phase précoce. Et actuellement, la supplémentation en alpha-antitrypsine, c'est le seul traitement spécifique. Et l'indication est posée pour les VEMS inférieurs à 70%, avec des phénotypes qui sont PIZZ, les Z0, les PI00 et les PISZ. Merci pour votre attention.